Bonjour et bienvenue au webinaire sur Risque en sécurité au travail. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario, c'est chez moi, et étudiants internationaux se connectent à Costi Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc les droits et responsabilités en milieu de travail, la sécurité au travail, l'harcèlement en milieu de travail et finalement les ressources. Droits et sécurité au travail. En Ontario, les travailleurs sont protégés par la loi sur les normes d'emploi, donc la LNE, et la loi sur la santé et la sécurité au travail, LSST. La LNE établit les règles sur les heures, le salaire minimum et le comportement en milieu de travail. La LSST protège la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Saviez-vous que les jeunes travailleurs sont plus susceptibles d'être blessés au travail parce qu'ils sont Droits et sécurité au travail. En Ontario, les travailleurs sont protégés par la loi sur les normes d'emploi, la LNE, et la loi sur la santé et la sécurité au travail, LSST. La LNE établit des règles sur les heures, le salaire minimum et le comportement en milieu de travail. La LSST protège la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Saviez-vous que les jeunes travailleurs sont plus susceptibles d'être blessés au travail? Parce qu'ils sont inexpérimentés. Les jeunes travailleurs ne sont pas aussi confiants ou à l'aise de poser des questions ou de s'opposer à des conditions dangereuses. Les jeunes travailleurs ont également tendance à prendre plus de risques et sont plus susceptibles d'être distraits. Saviez-vous que les personnes nouvelles au Canada sont plus susceptibles d'être exploitées par leurs employeurs? Parce qu'ils sont nouveaux au pays. Ils peuvent ne pas connaître leurs droits ou se sentir à l'aise de s'exprimer si leurs employeurs enfreignent les règles. Donc, il est très important de connaître vos droits. Vous êtes protégé par les mêmes lois que tous les autres travailleurs de l'Ontario. Le site Web du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario décrit les droits des travailleurs de l'Ontario. Voici quelques-uns de vos droits fondamentaux. Vous devez être payé sur un salaire régulier et recevoir un relevé de salaire décrivant vos heures, votre salaire et vos déductions. En général, une journée de travail est de 8 heures et une semaine de travail limitée à 48 heures. Certains emplois sont structurés un peu différemment. Selon la nature du travail, vous pouvez travailler plus d'heures si vous acceptez de le faire par écrit, mais les employeurs ne peuvent pas exiger des travailleurs qu'ils travaillent plus longtemps, même avec un salaire supplémentaire. Les employeurs doivent accorder aux travailleurs un certain nombre d'heures de congé entre les quarts de travail. Vous avez également droit à des pauses, y compris une pause repas de 30 minutes si vos quarts de travail est supérieur à 5 heures. Habituellement, si vous travaillez plus de 44 heures par semaine, vous avez droit à une rémunération des heures supplémentaires, soit au moins 1,5 fois votre salaire régulier. La plupart des emplois doivent payer au moins le salaire minimum, qui est actuellement de 14,35 $ par heure. Certains emplois payent moins parce que les travailleurs gagnent un salaire supplémentaire au moins de pourboire ou de commission. Les tables d'attente dans un restaurant, par exemple, ont un salaire minimum inférieur. Les travailleurs en Ontario ont également des droits des vacances payées d'au moins 2 semaines tous les 12 mois dans les emplois où les vacances payées ne sont pas pratiques, comme le travail à court terme ou par corps. Ce temps de vacances est remplacé par une indemnité de vacances qui est de 4 % de votre salaire régulier à chaque période de paie. Il y a 9 jours fériés en Ontario chaque année, bien que la plupart des travailleurs prennent ces jours de congé. Ceux qui travaillent dans l'industrie des services peuvent choisir de travailler. Les employeurs doivent verser aux travailleurs une paie de vacances supplémentaire pendant ces jours fériés et certains employeurs paieront encore plus pour encourager leurs employés à faire du bénévolat pour le corps de travail. Si vous avez occupé un emploi pendant plus de 3 mois, votre employeur doit vous donner un préavis d'une semaine avant de mettre fin à votre emploi ou de vous congédier. Si vous avez travaillé pendant plus d'1 an, le préavis doit être de 2 semaines. Si une affectation d'agence temporaire se termine plus tôt que prévu, vous devez obtenir un préavis d'une semaine. S'il vous demande d'arrêter immédiatement de travailler, il doit vous payer pour la durée de la période de préavis. La sécurité au travail.
Les employeurs doivent offrir une formation et s'assurer que l'État est sécuritaire. Les travailleurs ont obligation de travailler en toute sécurité en utilisant correctement l'équipement et en suivant toutes les règles. La sécurité au travail est très importante. Les travailleurs de l'Ontario ont le droit de refuser de travailler s'ils ne sont pas en sécurité. Les conseils sur la santé et la sécurité au travail. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario a de nombreux conseils pour assurer sa sécurité au travail. Participez aux formations. Assurez-vous d'apprendre les règles et procédures de sécurité, y compris ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Si votre travail exige des filets à cheveux, des gants, des tabliers, des lunettes de sécurité ou même des bouchons d'oreilles, utilisez-les correctement. Et si vous ne connaissez pas les règles de sécurité, demandez à votre superviseur. Signalez toute pratique ou toute situation dangereuse à votre superviseur ou à votre employeur. Il n'y a pas de questions stupides et ne présumez jamais que vous pouvez faire quelque chose sans instruction, conseil ou supervision. Si vous êtes blessé, aussi mineur soit-il, signalez toujours des blessures à votre superviseur ou à votre employeur. Parlez à votre famille ou à vos amis. Dites-leur ce que vous faites au travail. Faites-leur savoir si vous pensez que quelque chose ne va pas. Harcèlement au travail. Le harcèlement au milieu de travail se produit lorsqu'une personne fait quelque chose ou dit méchant ou inapproprié pour une autre personne. Le harcèlement décrit habituellement les comportements répétés, mais un seul incident peut être appelé harcèlement. Le harcèlement au milieu de travail comprend le harcèlement sexuel. Au sens de la loi sur la santé et de la sécurité au travail, la LSST, harcèlement au travail s'entend du fait pour une personne d'adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ce comportement est important. La définition du harcèlement au travail comprend le harcèlement sexuel au travail. Cette définition de harcèlement au travail est suffisamment générale pour inclure tous les types de harcèlement constituant des infractions en vertu du Code des droits de la personne, notamment le harcèlement sexuel. Le harcèlement au travail comprend également ce qu'on appelle souvent le harcèlement psychologique ou le harcèlement personnel. En général, les remarques ou gestes sont répétés. Ils peuvent se produire pendant une période relativement courte, par exemple au cours d'une même journée, ou s'échelonner sur une longue période, c'est-à-dire pendant des semaines, des mois ou même des années. Toutefois, il peut exister des situations où l'acte se produit seulement une fois. Par exemple, des sollicitations ou des avances sexuelles importunes de la part d'un supérieur ou d'un gestionnaire peuvent constituer du harcèlement sexuel au travail, même si elles ne se produisent qu'une seule fois. Qu'est-ce qui constitue du harcèlement au travail? Le harcèlement au travail peut consister à prononcer des paroles ou à poser des gestes importants contre un travailleur ou une travailleuse ou un groupe de travailleurs sur le lieu de travail alors qu'on sait euh, ou devrait savoir qu'ils sont offensants, gênants, humiliants ou dégradants. Le harcèlement peut également englober les comportements visant à intimider une personne ciblée, à la tenir à l'écart ou même à faire de la discrimination contre elle. Il peut s'agir notamment de ce qui suit, donc faire des remarques, des blagues ou des insinuations destinées à rabaisser, ridiculiser, intimider ou offenser, afficher ou faire circuler des photographies ou des documents de mauvais goût, qu'ils soient imprimés ou sous forme électronique, tyranniser ou persécuter quelqu'un, faire des appels téléphoniques ou envoyer des courriels malveillants ou destinés à intimider de façon répétée, harceler sexuellement une personne au travail. Qu'est-ce qui ne constitue pas du harcèlement au travail? Les mesures raisonnables prises par l'employeur ou le superviseur dans le cadre de la gestion et de la direction du travailleur ou du lieu de travail. Des mesures raisonnables s'entendent des mesures prises par un ou une gestionnaire ou un superviseur ou une superviseur dans le cadre de ses fonctions habituelles et peuvent comprendre une modification des tâches, des horaires, de l'évaluation des emplois, des inspections du lieu de travail ou encore la mise en œuvre de mesures sur la santé, la sécurité ou de mesures disciplinaires. Si ces mesures ne sont pas prises de façon raisonnable et juste, elles peuvent constituer du harcèlement au travail. Par exemple, le fait de ne pas affecter une travailleuse ou un travailleur à un corps de travail au seul motif de son orientation sexuelle peut être un cas de harcèlement au travail.
Les divergences d'opinion ou les petits désaccords entre travailleurs ne constituent pas non plus du harcèlement au travail de façon générale. Harcèlement sexuel au travail. En vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le harcèlement sexuel au travail s'entend du fait pour une personne d'adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu'elle sait ou elle devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importants. Ou du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu'elle est en position d'accorder ou de refuser au travailleur un avantage ou une promotion et qu'elle sait ou elle devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont opportunes. Cette définition du harcèlement sexuel au travail tient compte des interdictions relatives au harcèlement sexuel et aux sollicitations sexuelles prévues par le Code des droits de la personne. En général, les remarques ou les gestes sont répétés et toutefois des citations, des avances importunes d'un ou d'une gestionnaire, d'un superviseur ou d'une superviseur ou d'une autre personne disposant de l'autorité nécessaire pour récompenser ou punir le travailleur ou la travailleuse peuvent constituer du harcèlement au travail, même si elles ne se produisent qu'une seule fois. Elles peuvent se produire à plusieurs reprises pendant une période relativement courte ou s'échelonner sur une longue période. Qu'est-ce qui constitue du harcèlement sexuel au travail? Le harcèlement sexuel au travail peut consister à prononcer des paroles ou à poser des gestes en lien avec le sexe, l'orientation sexuelle ou le genre d'un travailleur, d'une travailleuse ou d'un groupe de travailleurs sur le lieu de travail alors qu'on sait ou devrait savoir qu'ils sont offensants, gênants, humiliants ou dégradants. Il peut également englober les comportements visant à intimider ou à tenir à l'écart une personne. Les comportements suivants peuvent constituer du harcèlement sexuel au travail. Par exemple, poser des questions, avoir une conversation, écrire sur des activités sexuelles, tenir un langage ou faire preuve d'un humour grossier et vulgaire en lien avec la sexualité, l'orientation sexuelle ou le genre d'une personne, afficher ou faire circuler des images sexuelles pornographiques en format imprimé ou électronique, ou faire des blagues sexuelles offensantes. Lorgner ou regarder une personne de façon inappropriée, envahir l'espace personnel d'une personne, s'adonner à des contacts physiques non nécessaires, notamment à des attouchements inappropriés, demander des câlins, des rendez-vous ou des faveurs sexuelles, tenir des propos liés au genre sur les caractéristiques physiques ou les manières d'une personne ou réduire cette personne à des stéréotypes sexuels, abuser ou se moquer verbalement d'une personne en raison de son genre ou de son orientation sexuelle ou la menacer à ce sujet, menacer une travailleuse ou un travailleur de le pénaliser ou de le punir s'il refuse des avances sexuelles, un comportement comprenant des attouchements sexuels inappropriés peut constituer une infraction criminelle au même titre qu'une agression sexuelle. Il faut communiquer avec le service de police en pareil cas. Si vous êtes harcelé au travail, vous devriez en parler à votre superviseur, à votre gestionnaire ou à votre représentant en ressources humaines. Assurez-vous de tenir un registre du harcèlement, enregistrez tous les emails, les textes et autres messages, prenez des notes au sujet de l'harcèlement, notez ce qui se passe et quand, ainsi que le nom des personnes qui harcèlent et de témoins. Vous ne pouvez pas faire l'objet des mesures disciplinaires pour avoir signalé du harcèlement et votre employeur doit enquêter sur l'incident. Le ministère du Travail de l'Ontario fournit de nombreuses ressources et renseignements sur ce que vous devriez faire si vous êtes victime de harcèlement au travail. Votre milieu de travail devrait également avoir une politique sur le harcèlement et fournir de l'information sur ce qu'il faut faire. Trouver de l'aide. Quand il s'agit de votre sécurité, qu'il s'agisse de sécurité physique, de sécurité de santé ou de travail, la chose la plus importante est à retenir que l'aide est disponible. N'oubliez pas que si vous ou quelqu'un d'autre est en danger immédiat, composez le 911. C'est pour les urgences et nous en reparlerons un peu plus tard. Faites toujours confiance à votre instinct. Si quelque chose semble mal, il est probablement mal. Nous avons déjà parlé des nombreuses ressources dont vous avez besoin, mais vous devez choisir de tendre la main et de demander de l'aide. Qui peut vous aider? En plus du Bureau de la sûreté et de la sécurité sur les campus,
Vous pouvez visiter l'un des nombreux bureaux du campus, comme le bureau des services aux étudiants internationaux, le bureau des services aux carrières ou votre conseiller ou un autre professeur en qui vous avez confiance. Et si vous habitez sur le campus, vous pouvez parler à quelqu'un sur le personnel du campus. Votre école peut également avoir un programme de mentorat ou de services de counseling par les pairs. De plus, votre centre de santé du campus compte des médecins, des infirmières et des conseillers qui peuvent vous aider. Ne vous inquiétez pas de trouver la bonne personne. Même si l'une de ces personnes dans votre communauté de campus ne peut pas vous aider avec votre préoccupation spécifique, il peut vous aider à trouver la bonne personne qui peut. Les espaces sûrs. Les espaces sûrs ont d'abord été introduits pour aider les personnes marginalisées, telles que les membres de la communauté LGBTQ, mais aujourd'hui, les espaces sûrs sont pour tous les étudiants qui ont besoin d'aide ou d'acceptation. De nombreux endroits sur le campus peuvent être identifiés comme des espaces sûrs ou des zones de sécurité, et dans ces espaces, vous trouverez des signes indiquant que certains exemples sont indiqués dans la diapositive. Un espace sûr est un espace où tout le monde devrait être libre de discrimination ou de harcèlement. Un espace d'organisation ou de campus peut être appelé un espace sûr parce qu'il ne tolérera aucun type de discrimination, de discours haineux ou de violence. Situation d'urgence 911. En cas d'urgence, composez le 911. Vous pouvez passer un appel téléphonique au 911 à partir de n'importe quel téléphone. Vous n'avez pas besoin d'un plan téléphonique ou d'un crédit sur votre téléphone cellulaire pour appeler le 911. Vous pouvez également utiliser des téléphones payants sans payer. Composez le 911 à partir d'un endroit sûr. Par exemple, s'il y a un incendie, sortez d'abord du bâtiment, puis composez le 911. Lorsque vous composez le 911, assurez-vous de parler lentement et clairement. L'opérateur vous demandera si vous avez besoin de la police, des pompiers ou de l'ambulance. Puis vous demandera plus de détails sur l'urgence. Suivez les instructions du répartiteur et ne raccrochez pas jusqu'à ce qu'il vous le dise. Si vous appelez le 911 par erreur, ne raccrochez pas. Attendez que le répartiteur réponde et expliquez ensuite que vous allez bien et que l'appel n'était pas intentionnel. Le 911 doit assurer le suivi de tous les appels. Au cas où quelqu'un serait en danger et ne pourrait pas compléter l'appel, alors assurez-vous d'expliquer l'erreur avant de raccrocher. Vous devriez appeler le 911 seulement et seulement en cas d'une urgence réelle. Les situations non urgentes. Dans une situation non urgente, vous pouvez communiquer avec votre service de police locale à l'aide de leur numéro de téléphone non urgent. Les non-urgences comprennent la déclaration d'un crime après qu'il s'est produit et que vous êtes en sécurité. Vous pouvez également appeler la police pour signaler des activités suspectes dans votre collectivité. Un autre exemple de non-urgence sont les plaintes relatives au bruit. Voici quelques exemples. Si vous avez été agressé la nuit dernière dans un bar ou une fête et le lendemain matin, vous décidez que vous voulez le signaler, ce crime à la police, vous appelez le numéro non urgent. Une fois le danger immédiat terminé, vous pouvez signaler les événements à la police à l'aide du numéro non urgent. Si votre vélo a été volé, vous appelez le numéro non urgent. Si vous recevez un message menaçant en ligne, vous appelez le numéro non urgent pour faire un rapport. Ce numéro est souvent imprimé sur le côté des voitures de police, sur le site web de la police ou sur la première page de votre annuaire téléphonique local. La sûreté et sécurité. Vous devez également signaler les incidents, les comportements, les préoccupations ou les soupçons à la sécurité du campus. Même les situations non urgentes devraient être signalées aux autorités du campus. Ils doivent tenir des registres ou des blessures ou des incidents mineurs, etc. Vous pouvez également demander de l'aide au bureau de sécurité de votre école si quelque chose vous est arrivé à l'extérieur du campus. Ils peuvent vous aider à vous présenter aux autorités ou à demander d'autres aides. Soumettez un conseil en restant anonyme. Vous pouvez également signaler anonymement des renseignements aux organismes d'application de la loi en appelant échec au crime. Les gens appellent souvent échec au crime s'ils savent quelque chose au sujet de l'activité criminelle et ne se sentent pas à l'aise de le signaler à la police. Échec au crime est complètement anonyme. On vous donne un numéro d'identification pour votre rapport. Vous ne donnez jamais votre nom. Vous pouvez également visiter le site web de l'Association ontarienne d'échecs au crime pour avoir plus d'informations. Des ressources.
Il existe de nombreux organismes en Ontario qui ont des lignes d'assistance et des sites Web. Voici quelques-uns des groupes qui aident à assurer la sécurité de tous les résidents de l'Ontario et à les aider à faire face aux problèmes qui surviennent. Le 211 Ontario est une source fiable pour les gens qui cherchent des renseignements et des services permettant de faire face aux défis de la vie. La ligne d'aide primée du 211 et son site Internet offrent une portée d'entrée vers les services communautaires, sociaux, de santé et gouvernementaux. Le 211 aide à naviguer rapidement et sans peine le réseau complexe des services sociaux. Ce service est disponible 24 heures sur 7 dans plus de 150 langues. Vous pouvez visiter leur site web pour avoir plus d'informations ou vous juste composer 211 à partir de votre téléphone. Il y a aussi Allo J'écoute qui offre un service de soutien confidentiel aux étudiants de niveau postsecondaire en Ontario 24 heures sur 7. Visitez leur site web pour avoir plus d'informations ou vous pouvez les contacter par téléphone et par texto. La ligne d'aide en santé mentale fournit de l'information sur les services de santé mentale en Ontario. Un spécialiste de l'information vous aidera à répondre à votre appel et à votre courriel ou à votre clavardage 24 heures sur 7. Le service est gratuit et confidentiel. Il y a aussi Femmes Aide qui offre aux femmes d'expression française aux prises avec la violence sexiste du soutien, des renseignements et de l'aiguillage vers les services appropriés dans leur collectivité 24 heures sur 7. Femmes Aide peut également répondre aux demandes de renseignements faites par les proches des femmes victimes de violences. La ligne d'aide sur les drogues et l'alcool fournit de l'information sur les services de toxicomanie et de toxicomanie en Ontario. La ligne d'aide aux drogues et à l'alcool et vous pouvez les contacter par téléphone. Il y a aussi la ligne d'info de santé sexuelle de l'Ontario, fournit de l'information sur la santé sexuelle. Appelez pour parler avec un conseiller en direct de partout en Ontario. Parlons maintenant brièvement du programme bilingue L'Ontario, c'est chez moi. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Vous pouvez visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et nous contacter par courriel ou par téléphone. Nous avons aussi le projet bilingue Étudiants internationaux se connectent, le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez aussi visiter le site web pour avoir accès à toutes nos ressources et nous contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions. Costi Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne L'Ontario, c'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de cette présentation. Merci d'avoir écouté ce webinaire et bonne journée.